natte, hein? Simplement, il n'y a pas le droit à l'erreur. Et en haute montagne, vous êtes seul avec votre client, enfin bon. Donc il y a vraiment une relation, c'est quasi mystique. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène à plus de 1900 mètres d'altitude, au cœur des Alpes. Là où la montagne raconte mieux que n'importe qui ce qui est en train de changer. Alors, suivez le guide. Veuillez s'il vous plaît avancer sur votre droite jusqu'à l'écriteau quai numéro 1. On part à la mer de glace, alors pour y aller, c'est simple. Il suffit de prendre le petit train rouge du Mont-en-Vert depuis Chamonix. C'est 30 minutes d'ascension à travers les sapins, les parois rocheuses et les tunnels sombres. Et en sortant, la vue est spectaculaire. Mais ce qu'il est encore plus, c'est ce qui manque. Là où le glacier descendait autrefois jusque dans la vallée, il faut désormais prendre un nouveau téléphérique pour atteindre la glace. Un paysage qui raconte à lui seul ce qui a changé. Mais revenons un peu en arrière. Le glacier de la mer de glace n'a pas toujours reculé. Au XVIIe siècle, il avançait, menacé même. En 1644, il a englouti des hameaux entiers comme celui de Bonanay et le Châtelard. Il risquait même de bloquer la rivière de l'Arve. Alors, face à cette avancée glaciale, l'évêque de Genève avait organisé une grande procession. Il était venu bénir le glacier, et depuis ce jour-là, la glace n'a jamais vraiment arrêté de reculer. Et c'est en pensant à cette histoire que je pénètre dans la grotte. Je suis maintenant à l'intérieur de la grotte de glace. Elle est creusée chaque année au pied du glacier. C'est une galerie bleutée presque surnaturelle. Sous nos pieds, sous nos mains, ce sont des siècles de neige compressée, de la neige devenue glace. Donc en 500 ans, la neige est tombée à l'aiguille du Midi, elle s'est tassée. Luc Moreau, glaciologue. La neige est compressible, c'est une matière compressible. Quand on fait une bataille de boules de neige, on passe la neige, l'air s'échappe, mais il en reste quand même encore quand la neige devient imperméable sous forme de bulles dans la glace. Et donc, quand ça devient imperméable, la neige, sous 30 à 40 mètres d'épaisseur, ça veut dire 5, 6, 7 hivers, dans la partie haute, à l'aiguille du Midi, c'est ce qu'on appelle de la glace. Si autrefois la mer de glace descendait jusque dans la vallée, aujourd'hui, elle a reculé de plusieurs kilomètres. Dessus, là, le glacier a perdu 40 mètres d'épaisseur en 3 étés, 160 mètres depuis 35 ans, vous vous souvenez, mais 40 depuis 3 ans. Et il y a 3 ans, le glacier il touchait le pied de la gare. Donc il était aussi beaucoup plus large, beaucoup plus épais, beaucoup plus... Bien sûr. Et les glaciers fondent dans toute leur configuration, quoi. Chaque jour de l'été, ici à l'intérieur, il y a quelques millimètres de glace qui fondent par les 2000-3000 visiteurs. Mais chaque jour, en surface, il y a 10-12 cm de glace qui fond. Ce recul glaciaire bouleverse directement des métiers de la vallée. Mon grand-père a eu l'idée de la grotte de glace. Il travaillait dans du captage EDF sous la mer de glace. Benjamin Claret, Grottu. Et en descendant, il y avait des touristes qui lui demandaient où est-ce qu'il allait. Il disait sous la mer de glace, je fais le captage d'eau. Et les clients, enfin les touristes, ont demandé à l'accompagner. Et mon grand-père a dit oui. Il ne se rendait pas vraiment compte de l'élément dans lequel il était, parce que travailler au quotidien, voilà, c'est le boulot, donc c'est banal. Mais il a été impressionné comment les gens ont été submergés par la beauté du lieu. Et c'était en 1945. Et il a demandé à la mairie si c'était possible d'exploiter une grotte dans le glacier de la mer de glace pour faire visiter ça aux clients, qui a été accordé la première année. Donc la première grotte de glace a vu son jour en 1946. Aujourd'hui, cette idée est devenue une grande attraction touristique. Mais le réchauffement climatique le pousse à accélérer la cadence. Chaque année, on fait une nouvelle grotte. Pourquoi on fait une nouvelle grotte ? Parce que chaque année, la grotte fond, le glacier fond en lui-même. Nous, on a toujours une quinzaine de mètres d'épaisseur au-dessus de l'entrée. Mais puisque le glacier fond et qu'il en perd 12, sur 2 ans, 12 plus 12, ça fait 24. J'en ai que 15, donc ça marche pas. Donc chaque année, on est obligé de redescendre et en faire une plus bas. Mais si là aussi, c'est un métier de père en fils dans la vallée, Benjamin sera la dernière lignée. Je suis inquiet d'ici 10 ans, des conversations que je devrais avoir certainement plus tard. Mais je pense pas que mon fils Gabriel, pour le coup, pourra bosser
dans 30-40 ans, se voir faire une carrière, non. Je pense pas. Dans 20 ans, il bossera pas 50 ans là-haut. Ça sera trop compliqué. Là où on est, c'est sûr que dans 50 ans, il n'y aura plus de glace de toute façon. Donc on aura dû trouver des solutions avant. On verra. Même chose pour les guides. Eux aussi voient leur métier se transformer en direct. On ne fait plus les mêmes horaires, les mêmes choses, parce que tout a évolué du fait de ce manque de neige l'hiver. Lionel Vibo, guide et peintre. Puis la chaleur, l'été, bon, qui n'est pas désagréable, qui fait fondre la glace secondaire, ou la mer de glace, vous verrez, c'est catastrophique, catastrophique. Plus du tout pareil. Moi-même, j'ai pu faire, quand j'étais adolescent, la Vallée Blanche, et on ne descendait pas du tout par là, quoi. C'était un autre domaine, une autre manière, alors partout. Donc du coup, ça permettait d'accéder aux parois rocheuses que l'on allait gravir avec beaucoup plus de facilité. L'aiguille verte qu'a fait Armand Charlet, l'oncle de Jean-Franck, c'était beaucoup plus, je ne dis pas que c'était facile, mais c'était plus évident, quoi. Maintenant, c'est une entreprise à risque, vous voyez, beaucoup plus que ça ne l'était. Voilà. Avec le réchauffement climatique, il y a un phénomène qui est essentiel en haute montagne, c'est la dégradation du permafrost. Le permafrost est une sorte de ciment naturel, une couche de sol gelée en permanence qui maintient les roches entre elles, un peu comme une colle invisible. Mais avec les températures qui augmentent, ce gel commence à fondre. Et une fois que ce liant disparaît, les montagnes deviennent plus fragiles. Résultat, des éboulements plus fréquents. Chaque année, tous les mois de l'année, on pouvait dire qu'il pouvait tomber de la neige à Chamonix. Vous voyez, pas grand-chose, hein. Et le plus chaud, les températures les plus chaudes, c'était 25 degrés. Maintenant, on va à 32. Le climat a changé. Et si les gens, les anciens revenaient, vous savez ce qui les stupéfierait? Les forêts. Il n'y avait pas de forêt, parce qu'il faisait trop froid. La forêt, la végétation est devenue exponentielle. L'adaptation devient alors la clé du métier de guide. Avant, on avait un vrai break entre la saison d'hiver et la saison d'été. Olivier Grébert, guide et président de la compagnie des guides. C'est-à-dire que le printemps, il y avait une période, on va dire le mois de mai, on faisait encore un peu de ski de rando, mais mai, juin étaient des mois plutôt calmes. Maintenant, selon les courses qu'on veut faire, il faut venir au mois de mai et de juin. Donc il n'y a plus d'intersaison, il n'y a plus de temps mort entre la saison d'hiver et la saison d'été. Ça va enchaîner directement. La saison d'été, il va quelquefois nécessiter une adaptation, et d'où l'importance pour le métier d'avoir une qualification extrêmement large, parce que quand la haute montagne devient moins fréquentable, on va passer sur les Préalpes, sur les Aiguilles Rouges ici à Chamonix, donc des endroits qui ne sont pas ou moins impactés par la dégradation du permafrost ou du pergélisol, comme dit Ludo, parce qu'il n'y en a pas dans les Aiguilles Rouges par exemple. Donc effectivement, on va être obligé de bouger un petit peu géographiquement, et également on revient un peu aux origines du métier, où pour ne pas dépendre totalement des conditions, d'avoir une deuxième activité est extrêmement important aussi. Parce que selon la pratique et selon la praticabilité de la montagne, c'est nécessaire de s'adapter aussi à ce niveau-là, quoi. L'adaptation fait partie du métier. Comme autrefois, beaucoup de guides cumulent plusieurs activités pour vivre toute l'année. Certains travaillent sur corde, d'autres deviennent moniteurs de ski, postiers, charpentiers, peintres ou encore cristalliers. Car être guide, ce n'est pas seulement une profession, c'est une passion, un lien profond avec la montagne et un mode de vie qui suit les saisons. Chamonix est le berceau d'une vocation, façonné par les premières ascensions du Mont Blanc, l'essor du tourisme et les enjeux environnementaux. Cette vallée reste ainsi une terre vivante, où le guide se réinvente chaque jour au rythme des montagnes
et de leurs histoires. Pour accompagner ce récit, vous avez entendu un extrait du film Tout ça pour ça de Claude Lelouch. C'était un podcast signé Lucille Mériot.